Aujourd'hui on va parler d'Hercule. Alors pas lui, ni lui, surtout pas lui, mais lui. Nous très populaire de nos jours. Un de mes films préférés quand j'étais petit mais qui n'a vraiment pas eu le même succès que les autres films de la Renaissance Disney comme Aladdin, La Petite Sirène, Mulan et bien sûr Le Roi Lion. Il faut dire que le film est sorti le 26 novembre 1997, soit il y a près de 26 ans, dans un contexte cinématographique déjà très chargé. Men in Black, Demain ne meurt jamais, Le Cinquième élément, Volte-Face, Air Force One, Flubber, Georges de la Jungle ou encore Le Petit Monde des Borrowers que je place ici uniquement pour pouvoir te montrer le premier rôle au cinéma de Tom Felton qui deviendra ensuite le célèbre Drago Malfoy. Mon nom te fait rire? Bref, en 1997, on a juste beaucoup trop de films trop bien. Donc cette concurrence pourrait expliquer l'accueil un petit peu tiède qu'a reçu le Fils de Zeus, mais il y a en fait un grand nombre de choix créatifs qui remontent à la conception même du projet, qui ont fait les forces, mais aussi les faiblesses du film de Disney. Tout le monde a une faiblesse. Notre histoire commence en 1985, au beau milieu de la production de Basile, détective privé. Une version Disney de Sherlock Holmes qui n'a pas rencontré un énorme succès, mais qui a eu le mérite de rapporter un petit peu d'argent au studio, et qui a surtout permis à deux des plus géniaux réalisateurs de films d'animation de commencer à travailler ensemble, le célèbre duo John Musker et Ron Clements. Pendant une réunion avec les big boss du studio qui avait pour but de trouver des nouvelles idées pour les prochains films d'animation, Clements a proposé deux idées. La première, qu'il avait appelée Mermaid, était une adaptation du célèbre livre pour enfants La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Et la deuxième, appelée à l'époque Treasure, était une adaptation dans l'espace de l'île au trésor de Stevenson. Mais les dirigeants ne sont pas vraiment emballés et les deux idées sont rejetées. Sauf que le lendemain, faute de mieux, Katzenberg demande à Clements de retravailler son idée de sirène et la production du film est lancée avec Clements et Musker à la tête du projet. Si tu connais pas Katzenberg, imagine un méchant de chez Disney et tu seras pas très loin de la vérité. Et si tu veux plus d'infos, je te laisse les liens des vidéos de Clara Runaway qui en a parlé dans ses vidéos comment Disney est devenu Disney. Bref, 4 ans plus tard, Ron et John sortent La Petite Sirène qui devient un énorme succès critique et public. Oh, ils m'ont même applaudi. Et donc le duo profite de la hype pour aller demander aux dirigeants s'ils peuvent travailler sur le projet de la planète au trésor. Mais là encore, c'est rejeté. À la place, il propose au réalisateur 3 projets. Soit il travaille sur une adaptation du Lac des Cygnes, soit sur un projet qui s'appelle à l'époque Le Roi de la Jungle, qui deviendra ensuite un tout petit truc pas très connu qu'on appelle Le Roi Lion, soit il travaille sur une adaptation d'Aladdin. Bon, ils choisissent le dernier en pensant que le sujet serait parfait pour un traitement plus fun et plus contemporain que celui des films d'animation Disney de l'époque. Après un développement pas de tout repos, Aladdin finit par sortir en novembre 1992. Et c'est là encore un énorme succès pour le duo. Les deux compères retournent donc à nouveau devant les dirigeants du studio avec leur planète au trésor sous le bras et c'est encore un refus de la part de Katzenberg qui leur propose à la place d'adapter A Princess of Mars qui deviendra bien plus tard John Carter et qui sera un énorme échec commercial pour le studio. Sentant que le projet n'était pas très bien engagé, Clements et Musker refusent le projet. Tire-toi de la vieille bique. Katzenberg finit quand même par proposer un deal intéressant au duo. Si le duo réalise un nouveau film à succès pour le studio, alors ils auront l'autorisation de travailler sur leur planète au trésor. Cette fois encore, ils doivent choisir le sujet de leur prochain film parmi différents projets. Ils refusent Don Quichotte, l'Odyssée ou encore Le Tour du monde en 80 jours. Et ils finissent par choisir le projet d'un des animateurs du studio, adapter la vie du demi-dieu Hercule. Du coup, le Fils de Zeus est loin d'être un enfant désiré au moment où le projet commence en 1992. Au moment où Musker et Clements commencent à travailler sur Hercule, l'histoire est complètement différente. Elle devait se dérouler durant la guerre de Troie, les deux camps cherchant à rallier Hercule à leur cause. Le demi-dieu finissait par devoir faire un choix qui allait avoir des conséquences désastreuses et qui permettrait aux héros de réaliser que la force brute n'était pas toujours la solution. Pas fan de l'idée, le duo se plonge dans des recherches intensives sur la Grèce antique pour trouver d'autres possibilités d'histoire. Mais il réalise très vite que la mythologie grecque va être très difficile à adapter dans un esprit Disney. Il faut dire qu'entre les multiples coucheries de Zeus, les tentatives de meurtre d'Héra et les massacres d'Héraclès, ils vont sans doute devoir changer quelques petites choses. Mais le déclic arrive quand ils réalisent qu'Hercule est un petit peu un équivalent antique des super-héros, et qu'ils peuvent donc s'amuser avec des thématiques très modernes en utilisant le personnage. À partir de là, les grandes lignes du récit sont rapidement définies. Un héros naïf luttant pour trouver sa place entre deux mondes qui le rejettent, un acolyte acerbe à la Danny DeVito, une femme forte comme héroïne et un puissant méchant contre qui le héros devra mener le combat non pas du bien contre le mal, mais de l'idéalisme contre le cynisme. Le cadre posé, il est maintenant temps pour Clements et Musker de développer leurs idées. L'adultère étant proscrit chez Disney, il faut trouver un moyen de faire de cet enfant divin un demi-dieu. C'est là qu'est née l'idée du poison et du plan d'Hadès pour tuer son neveu. Le dieu des enfers était un parfait méchant pour cette aventure et le royaume des morts ferait un décor magnifique en parfaite opposition à l'Olympe. Viens avec moi, je vais te faire visiter. À l'opposé du ton traditionnellement très sérieux des récits mythologiques, le duo veut plutôt aller dans la comédie loufoque, aussi appelée screwball comedy, un sous-genre de la comédie hollywoodienne très populaire dans les années 30 et 40.
qui se caractérise par des situations absurdes, la vivacité de ses réparties, ou encore la force et l'indépendance de ses personnages féminins. Megara est d'ailleurs directement inspirée par les personnages interprétés par Barbara Stanwyck dans ses films. Ciao, Superman. Ciao. Petit à petit, l'histoire prend forme et s'éloigne de plus en plus des récits habituels entourant le demi-dieu. Cela permet bien sûr d'être plus proche du ton Disney, mais aussi d'aborder des thématiques plus modernes comme le harcèlement et le rejet que vit le jeune Hercule, la vacuité du Star System à travers l'inutile célébrité du demi-dieu que tout le monde adule sans que cela ne l'approche de son objectif d'héroïsme, et on peut même y voir une petite attaque des réalisateurs vis-à-vis de la direction que prend Disney à l'époque avec les Hercule Store et les produits dérivés à foison. Je suis médaille d'or des Jeux Olympiques. Simple coïncidence ou petite pique du duo face à un studio qui les oblige à produire un nouveau film commercial pour qu'ils puissent prouver une nouvelle fois leur valeur avant de pouvoir réaliser le film qu'ils veulent depuis tant d'années. Je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire. Si on ajoute à ça toutes les références modernes et même les musiques qui s'inspirent du gospel et du R&B, on est plus proche d'un mélange entre Superman et Rocky que d'une épopée mythique. Et c'est un des reproches dont souffrira le film à sa sortie. Il prend d'énormes libertés avec les légendes de la Grèce antique. Ce qui lui vaudra les foudres de la communauté grecque, dénonçant la réappropriation culturelle du studio américain dans le but d'intérêts purement commerciaux. Hercule devient ici l'enfant d'un couple parfaitement divin et aimant, et recueilli par des gentils mortels après une tentative d'assassinat de son oncle Hadès, qui devient donc le méchant de cette histoire. Relax, c'est seulement la mi-temps. Mais quel méchant! S'il y a bien une chose qui a fait consensus quand le film est sorti, c'est la performance magistrale de James Woods en Hadès. En VF, on a le droit à une performance tout aussi extraordinaire de la part de Dominique Collignon-Morin, qui est aussi la voix de Nicolas Cage, William Dafoe ou encore Mark Hamill. Pourtant, c'était loin d'être gagné puisque le personnage d'Hadès a posé d'énormes problèmes lors du casting. Impossible de lui trouver une voix à sa mesure. Danny DeVito, qui a rapidement été recruté pour le rôle de Phil, a proposé un jour que ce soit Jack Nicholson qui s'occupe du personnage. L'acteur a même eu droit à une visite privée de tout le studio pour lui présenter le projet. Disney était prêt à mettre plus de 500 000 $ sur la table pour avoir l'acteur dans le film. Mais la contre-offre du Joker a complètement effacé toute possibilité. Il demandait entre 10 et 15 millions et 50% de tous les royalties sur les produits dérivés du personnage. Impossible pour le studio de s'aligner avec ça, du coup Nicholson ne jouera pas le dieu des enfers. Après de nouvelles auditions, c'est finalement Josh Lithgow qui est sélectionné pour le rôle et il commence à travailler sur le film. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal. Sauf qu'après 9 mois de tentatives, Musker et Clements ne parviennent toujours pas à faire matcher leur vision du personnage avec l'interprétation de Lithgow. Il est donc remercié et c'est parti pour une nouvelle salve de casting pour le dieu des enfers. Une dizaine d'acteurs se succèdent au studio, mais rien à faire, impossible d'obtenir le ton lent et menaçant que cherche Ron et John. Contre toute attente, c'est justement la performance de James Woods, à l'opposé total des attentes des réalisateurs, qui fera mouche et séduira l'équipe de production au complet. Pour reprendre les mots des réalisateurs, il parlait à 1000 à l'heure et ne la fermait jamais. La verve de l'acteur posera d'ailleurs quelques problèmes aux équipes d'animation qui auront beaucoup de mal à suivre le rythme que Wood insulte au personnage. J'ai un débit d'enfer, d'accord? En parlant d'animation, dès le début de la production, l'équipe cherche à obtenir un style graphique très singulier. Ils veulent rendre hommage au style de la Grèce antique et se démarquer totalement des autres productions du studio. C'est comme ça que Clements et Musker se retrouvent à collaborer avec un artiste à l'identité visuelle très forte, rendu célèbre par son travail sur le clip de The Wall du groupe Pink Floyd, Gérald Scarfe. Le caricaturiste britannique a en effet un style graphique qui marche très bien avec les fresques antiques. Il est donc engagé comme production designer et va s'investir énormément dans la production du film. Il va travailler main dans la main avec les animateurs pour arriver à une disneyfication de son style et des personnages qu'il imagine. Au total, ce sera plus de 700 dessins originaux qui seront produits par l'artiste comme support de travail pour les animateurs. Ce mélange des genres sera notamment rendu possible grâce au travail de Sue Nichols, une des artistes les plus emblématiques du studio à partir des années 90, qui a créé tout un tas de guides d'adaptation pour que les animateurs puissent transposer le style de Scarfe en animation Disney. Et il y a une sacrée équipe d'animation sur le projet, avec des génies du domaine comme Andreas Deja pour le personnage d'Hercule, qui avait notamment travaillé sur l'animation de Scar, Jafar ou encore Gaston. Eric Goldberg qui anime Phil, qui est la personne derrière l'incroyable performance du génie d'Aladin, et qui accessoirement ressemble quand même beaucoup au personnage. Nick Ranieri pour Hadès, qui s'était occupé de Lumière et de Miko, ou encore Ken Duncan pour Meg, qui a travaillé sur les personnages de Belle et qui aura ensuite le lead sur le personnage de Jane pour Tarzan. Les musiques ne sont pas oubliées et sont confiées à Alan Menken, qui est un des grands habitués des productions Disney, et David Zippel aux paroles.
Bref, on a une vraie Dream Team pour s'occuper du projet. Et début 1997 commence la phase de promo du film. Pendant 4 mois, les équipes marketing vont parcourir les centres commerciaux aux États-Unis pour proposer aux enfants et à leurs parents de découvrir des passages du film, des dessous de production et de remporter des produits dérivés. La campagne marketing s'accompagne de partenariats avec pas moins de 85 grandes marques comme McDonald's, Mattel ou encore Nestlé. Et le studio organise même une grande parade en plein New York pour l'avant-première. Tu es le plus grand événement depuis l'invention de la pita. Tous les feux semblent au vert pour faire d'Hercule une vraie légende. Sauf qu'à sa sortie, l'accueil est assez mitigé. Les retours du public sont assez positifs, mais le film peine à faire venir des spectateurs dans les salles. Et les recettes des 2 premières semaines sont très décevantes. À la fin de cette période, le film n'a généré que 50 millions de dollars, là où Pocahontas en avait récolté 68 et Le Roi Lion 104. Et comment je pourrais prouver que je suis un héros si personne me donne ma chance? Le demi-dieu faisant à peine mieux que Le Bossu de Notre-Dame qui était sorti l'année précédente et qui était considéré déjà à l'époque comme un échec commercial. Hercule finira d'ailleurs son exploitation en salle largement en dessous du Bossu avec 250 millions de dollars de recettes contre 325 pour Le Sonneur de cloche. Ouh là là, très très loin derrière. Il faut dire que même si le public est globalement satisfait du spectacle, les critiques étaient, elles, un petit peu plus sévères. Parmi les raisons évoquées, certains y voient la lassitude des parents devant les productions Disney qu'ils considèrent comme des énormes panneaux publicitaires uniquement créés pour générer des ventes et des produits dérivés. D'autres parlent du style graphique particulier de Gérald de Scarf qui ne serait pas du tout adapté au dessin animé Disney. On évoque également les grandes libertés d'adaptation de la mythologie grecque, la lassitude du public et le fait que les spectateurs qui étaient la cible du Roi Lion, d'Aladin ou de la Petite Sirène sont maintenant plus vieux et moins intéressés par ce type de production. Ces rêves sont pour la bleusaille. Et enfin la concurrence avec les autres films sortis à la même période. Avec surtout Men in Black et Batman et Robin qui ont raflé l'intérêt de toute la section ado-jeune adulte qui faisait traditionnellement le succès des films Disney depuis La Petite Sirène. Bref, c'est une grosse déception pour le studio et le film restera malheureusement en mémoire comme le moins bon film des années 90. Ce qui explique sûrement la mise au rebut de la licence pendant plus de 20 ans, avec très peu de produits dérivés, l'absence de mecs de la majorité des groupes de princesses Disney, et la non-utilisation de la licence dans les parcs Disneyland. Une suite avait tout de même été envisagée où on aurait retrouvé Hercule, Meg et leur fille Hébé durant la guerre de Troie. Mais le projet a été définitivement abandonné en 2006 quand John Lasseter est arrivé comme COO à Disney. Il faudra attendre 2019 pour à nouveau entendre parler du demi-dieu avec une adaptation en musical du film. Bon, c'est un spectacle sans trop de budget, mais qui a eu des critiques relativement bonnes et qui se produit encore dans le New Jersey. Et depuis 2020, on sait que Disney travaille sur une adaptation live des aventures du demi-dieu. Et sur le papier, ça peut devenir une bonne adaptation. À la production, on parle de Jeffrey Silver et Karen Gilchrist qui ont travaillé sur l'adaptation du Roi Lion, mais aussi des frères Russo qui ont notamment réalisé Avengers Infinity War et Endgame. Au scénario, ce serait David Callaham qui est derrière les scripts de Spider-Man Across the Spider-Verse et de Shang-Chi. Bon, il est aussi à l'origine de Wonder Woman 1984, donc faut quand même rester prudent. Oh mince, moi qui croyais avoir des problèmes. À la réalisation, on trouverait Guy Ritchie qui a réalisé Snatch, les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et même déjà une adaptation pour Disney avec Aladdin. Et ces dernières semaines, on parle de Taron Egerton qui se fait connaître pour son rôle dans Kingsman, pour le rôle d'Hercule et de Ariana Grande pour celui de Meg. D'ailleurs, fun fact, la chanteuse est fan du dessin animé depuis des années et a déjà fait au moins 2 reprises des chansons du film. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça aura de toute façon au moins le mérite de remettre de l'hype sur le demi-dieu le plus cool de Disney et peut-être le faire découvrir à une nouvelle génération.